Le sénateur Serge Joyal est né à Montréal en 1945 de parents passionnés par la politique et les arts. Président d'associations étudiantes, le jeune homme a été de tous les mouvements de contestation contre la domination anglophone, contre la loi sur les mesures de guerre, entre autres. Il est un vigoureux défenseur de la langue française qui s'est particulièrement illustré aux côtés des gens de l'air qui réclamaient plus de français de la part d'Air Canada. Avocat, il goûte à la politique auprès de Jean Marchand avant de se faire élire député libéral en 1974. Après une tentative malheureuse à la mairie de Montréal, il devient ministre dans le dernier cabinet de Pierre Elliott Trudeau. Il sera nommé au Sénat plus tard par Jean Chrétien. Grand collectionneur d'œuvres d'art, mécène, Serge Joyal a fondé le Musée d'art de Joliette. Il a donné des milliers de costumes historiques, d'artefacts et autres œuvres à différents musées canadiens. Il est l'un des plus grands experts en évaluation d'œuvres d'art au Canada. Les musées font régulièrement appel à ses services. Il a écrit de nombreux livres, dont le plus récent ouvrage, Le mythe de Napoléon au Canada français, et un 15e à paraître sur la participation des Canadiens français à la Première Guerre mondiale. Serge Joyal, on ne le contrôle pas. M. Joyal, bonjour. Bonjour. M. Joyal, né à Montréal, grandi à Montréal. Parlez-moi de votre jeunesse à Montréal, d'abord. Ouais, j'ai été éduqué à Montréal, dans des écoles et des collèges qui étaient évidemment administrés par des communautés religieuses. Je suis allé chez les Frères du Sacré-Cœur, chez les religieuses de la Providence, qu'on appelait les Sœurs de la Providence, et évidemment chez les Jésuites. Alors, j'ai eu une éducation dans le contexte du Québec qui était à ce moment-là dominé par l'Église. Et c'était une ambiance, évidemment, où on était très encadré, où l'individu avait peu de liberté de penser par lui-même. Le cadre était extrêmement complet. C'était pas seulement la vie religieuse, c'était aussi, évidemment, la vie sociale, même la vie économique. Et j'étais dans un cadre qui, évidemment, que je sentais étroit, puisqu'il y avait peu de liberté qu'on nous laissait. On nous disait quoi lire et comment lire. Donc, tous les choix étaient faits par d'autres. Mes parents avaient, par ailleurs, une certaine forme de conscience que ce qu'on recevait comme instruction à l'école ou au collège devait être complété par d'autres activités. Mes parents étaient très conscients que l'éducation, c'est aussi l'affaire des parents. Oui. Et ma mère nous encourageait énormément à écouter de la musique classique. Je me souviens toujours du premier long jeu qui était La Donna Immobile par Mario Lanza. Alors, on s'est fait l'oreille à l'opéra parce que forcément, ma mère en écoutait presque tout le temps. Alors, on parlait par ricochet, on se faisait l'oreille à la musique. Donc, j'ai eu une enfance, finalement, qui était très remplie. Votre enfance s'est passée sous Maurice Duplessis, le premier ministre de l'Union nationale. Votre père était un partisan de Duplessis? Pas du tout. Ah non? Mon père était libéral avec, si vous voulez, un grand L. C'est une personne qui était vraiment libérale de pensée. Avant d'être libéral partisan. Il a toujours voté libéral, mais il avait cette espèce de confiance en l'individu. C'est-à-dire qu'on vivait dans une société qui était très, comme je vous l'ai souligné, très encadrée, très déterminée. Mais pour lui, il gardait une certaine distance par rapport à ça. Il n'était pas dominé par cette ambiance-là. Et je me souviens très bien du 18 septembre 1959, quand Duplessis est décédé, j'étais avec mon père. J'étais dans le commerce de mon père. Et puis la radio, évidemment, a interrompu les émissions pour annoncer la mort de Duplessis. Et mon père a eu cette réflexion, dont je me souviendrai évidemment toujours. Enfin, on va pouvoir respirer. Ah oui. Il y avait là-dedans une sorte de ouf. C'est-à-dire, on va briser un peu l'étroitesse dans laquelle on vivait tous. Évidemment, il fallait aller à la messe à toutes les semaines, à telle heure. Il fallait réciter le chapelet en famille à 7 heures avec le cardinal Léger. On se mettait à genoux. Et je me souviens très bien, mon frère, le plus âgé,
avait plutôt tendance à s'appuyer contre la chaise. Ma mère lui disait toujours « Tiens-toi droit ». Vous savez, c'était très... Aujourd'hui, on raconte des choses comme ça, les gens ne nous croient pas. Mes neveux et nièces à qui je raconte ça me disent « Moi donc, t'exagères. » Ils ne croient pas que ça, on vivait comme ça. Vous aviez quoi, 15 ans à peu près, quand Duplessis est mort? Ouais, j'avais 14 ans. 14 ans, et est arrivé Jean Lesage, la Révolution tranquille. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà politisé? Est-ce que ça vous inspirait ou pas du tout? Mais j'avais un peu... Ce qui me rendait à l'aise avec mon père, c'est que moi, je me sentais pas comme tout à fait les autres étudiants à l'école. J'étais très curieux intellectuellement. Ma mère avait soutenu cet intérêt-là quand j'étais jeune. Et ce qui me semblait important, c'était de poursuivre mes propres intérêts. Et ma mère soutenait ça, même si ça avait l'air un peu excentrique. Et évidemment, quand la Révolution tranquille est arrivée, un peu comme le printemps succédait à l'hiver, je me sentais une certaine forme d'aisance à finalement exprimer ce que j'étais. Et comme j'avais un intérêt pour la vie étudiante, ce qu'on faisait à l'école et au collège, puis qu'il y avait toujours un président de classe, eh bien, je me suis présenté, évidemment, à la présidence de la classe parce que pour se présenter à la présidence, il fallait parler devant les étudiants. C'est-à-dire qu'il fallait aller faire une présentation. Et il y a des étudiants qui étaient, évidemment, morts de peur d'aller devant, parler devant les autres. Puis les professeurs étaient là, évidemment, le directeur de discipline, etc. Et moi, au contraire, ça me stimulait d'aller parler ces gens-là. Oui, d'affronter d'une certaine façon, d'affronter l'auditoire, puis d'affronter les autorités qui étaient autour. Et ça, j'ai toujours eu une certaine forme de stimulus à faire ça. Et vous avez été élu président? Et j'ai été élu président du collège, et ensuite j'ai été élu président des étudiants de tous les collèges classiques. Et c'était l'époque du Bill 60, proposé par Gérin Lajoie. Et moi, ma position comme chef étudiant, c'était que les collèges classiques ne pouvaient plus être le monopole des communautés religieuses, parce que si vous vouliez faire un cours classique, il fallait que vous passiez dans le corridor des communautés religieuses. Les 98 collèges classiques au Québec, garçons et filles, étaient propriétés et gérés par des communautés religieuses. Et moi, j'estimais que ça ne tenait pas compte du fait qu'on ne donnait pas la chance à tous les étudiants, à tous les jeunes, d'aller au collège. Parce qu'il fallait payer, c'était privé. Tout ce réseau-là était privé. Donc, je réclamais un réseau public. Je ne sais pas si le parallèle est bon, mais sorte de Gabriel Nadeau-Dubois de l'époque. Oui, d'une certaine façon. Parce que nous sommes par centaines de milliers dans la rue, et la grève, elle ne se passe pas sur les plateaux de télévision. La grève, elle se passe dans la rue. On revendiquait l'accessibilité, la gratuité scolaire. Et de la même façon, à l'université, les universités étaient toutes des universités religieuses sous la juridiction des évêques. Donc, on réclamait un réseau universitaire laïque. Et en somme, le fait pour les laïcs de prendre leurs responsabilités sociales. Donc, ça dépassait d'une certaine façon les carrés rouges d'il y a 2 ans. Parce que là, on était vraiment dans une transformation sociale globale. Donc, on voulait sortir de l'école. On voulait sortir du cadre étroit de l'école. Alors, c'était un mouvement qui allait beaucoup plus loin, d'une certaine façon, en termes de transformation sociale, beaucoup plus large que les revendications étudiantes du printemps érable. Serge Joyal, qui est-ce et pourquoi il vous passionne? Alors, c'est le portrait d'Henri III, un roi mal aimé de la France, un des rois maudits d'une certaine façon, parce que c'était le roi pendant les guerres de religion. Donc, entre la période faste de François Ier, qui a commissionné Jacques Cartier pour, évidemment, venir explorer le Saint-Laurent, et Samuel de Champlain, qui, lui, évidemment, a été commissionné par Henri IV. Et donc, c'est un roi qui préside aux destinées de la France au moment où les guerres de religion sont les plus sanglantes. Les gens se tuent à coups d'épée. Et par ailleurs, il avait gardé une préoccupation pour le Canada. Il a financé 3 expéditions. Et c'est un roi que les historiens canadiens-français du 19e siècle ont complètement ignoré parce que c'est un roi qui avait une mauvaise réputation. Il passait pour être homosexuel. Il était dévoyé.
Il était indécis. Donc, on lui donnait à peu près tous les mauvaises épithètes qu'on pouvait attribuer à un souverain. C'est le portrait qui me faisait le plus plaisir d'offrir pour orner le Salon de la francophonie, où sont tous les souverains de France, parce que ça remplit un trou de 50 ans dans l'histoire qui ne correspondait pas à la version que les historiens au 19e siècle voulaient donner du Canada, que le Canada, évidemment, avait été pensé par Dieu, une aventure religieuse, etc. Alors que ce roi, évidemment, ne correspondait pas du tout au prototype du souverain pieux et aux valeurs qu'on voulait que le Canada, évidemment, incarne. Mais je crois que c'est faire droit à l'histoire d'avoir son portrait ici, à côté de celui de François Ier et d'Henri IV, parce que c'est un roi qui a assuré la continuité de la présence française. Si lui n'avait pas fait ce qu'il a fait, le Canada a probablement été britannique déjà à ce moment-là, ou aurait pu devenir américain aussi, alors qu'aurait été le sort du Canada, on ne le sait pas. Mais on sait cependant que, grâce à lui, le Canada est demeuré une possession française qui a permis par la suite, évidemment, l'établissement des colonies, le développement du Canada qu'on a connu. Merci. M. Joyal, abordons tout le volet politique très important de votre carrière. Ce qu'on doit savoir d'abord, c'est que vous êtes avocat et qu'être avocat, c'est souvent un très bon tremplin pour faire de la politique. Enfin, ça l'était à l'époque, ça l'a été dans votre cas. J'ai pas fait le droit essentiellement pour aller en politique. J'ai fait le droit avec des études supérieures en droit public. Alors, je n'étais pas qu'un simple avocat. Je m'excuse pour les avocats qui sont de simples avocats. Hein, je ne veux pas les déconsidérer. Mais ce qui m'apparaissait important, et mes parents étaient tout à fait d'accord avec ça, ma mère m'avait dit, tant que tu voudrais étudier, on paiera et puis on t'appuiera. Et évidemment, après les études de licence en droit à l'Université de Montréal, moi, j'étais à l'époque où des études, il fallait que ce soit fait, bien sûr, au Canada, mais aussi à l'étranger. On était de cette opinion-là. Il fallait compléter, en somme, sa formation avec des études aux États-Unis ou en France ou en Angleterre. Alors, puisque j'avais eu une expérience de la vie publique comme chef étudiant, et ça m'apparaissait important de comprendre la substance de ce qu'est, en somme, le droit public. Alors, donc, j'ai fait une maîtrise de droit administratif, et puis ensuite, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en Angleterre. Ensuite, un diplôme d'études supérieures en droit comparé en France. Et puis, une scolarité de maîtrise en droit constitutionnel au London School. Donc, j'ai vécu pendant 2 ans et demi, en somme, en Angleterre et en France. Mais c'est pour vous dire qu'à cette époque-là, c'était, si vous voulez, la société de tous les possibles. On était une société qui était, évidemment, on vivait le flower power, le peace and love, une société idéaliste. Tout était possible, on pouvait rêver de n'importe quoi. Donc, vous êtes arrivé en politique en 74. En 74. Vous avez été élu en 74 la première fois, mais avant, vous aviez travaillé pour Jean Marchand, et c'est ce qui vous avait... Mais c'était ce qu'on appelle, en mauvais français, le réalité test. Je me suis dit, si j'accepte le poste que Jean Marchand m'avait offert, il était leader du Québec, c'était le ministre senior de M. Trudeau à ce moment-là. On est dans la première élection de M. Trudeau comme premier ministre. M. Trudeau avait été élu en 68. Ça, c'était en 71, 72. Je me suis dit, si je veux faire de la politique un jour, allons voir, en somme, de l'intérieur, en quoi ça consiste. Et non pas comme député pour porter les livres, mais dans l'exercice du pouvoir. Est-ce que vraiment l'exercice du pouvoir, est-ce que je peux, comme on dit, supporter ce genre de vin-là? Parlez-moi de votre relation avec Pierre-Éliott Trudeau. On a dit beaucoup de choses à son sujet, qu'il se préoccupait peu des députés, de ses ministres. C'était comment travailler avec lui? Trudeau, c'est un type qui était très indépendant d'esprit. Il se suffisait à lui-même, d'accord? Il avait sa propre vie intellectuelle. C'est un homme qui lisait énormément. C'est un homme qui s'était défini des valeurs et une ligne de vie. Et il était très fidèle à cette forme d'engagement personnel. Et
Moi, évidemment, j'étais aussi, comme je vous l'ai mentionné, de nature, de caractère, je suis indépendant de nature. Même si ça nous marginalise parfois, c'est sûr que ça nous marginalise, parce que quand on est indépendant par rapport aux autres, ben on déstabilise un peu les autres. On est le petit canard noir dans la basse-cour des canards roses, etc. Donc, Trudeau avait ce genre de caractère-là. Et moi aussi, d'une certaine façon. On s'est affronté, évidemment, dans l'affaire des gens de l'air. Comme vous savez, je suis allé devant les tribunaux pour demander une injonction contre le ministre des Transports de Trudeau, Otto Lang, à l'époque, et poursuivre Air Canada et le reste. Et si je me souviens bien, vous n'étiez pas d'accord non plus avec sa loi des mesures de guerre? Absolument pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas de contrepoids à l'application de la loi des mesures de guerre, et ça, je trouvais que c'était... Dans un système démocratique, il faut toujours avoir des contrepoids. Si on donne tous les pouvoirs, il faut qu'il y ait quelque part quelque chose pour contrebalancer ça, pour surveiller l'exercice de ces pouvoirs. Mais Trudeau aimait ce genre de défi-là, qu'on le provoque, qu'on lui tienne tête? Trudeau avait dit à ma mère, en 78, autour de ça, il n'était pas d'accord que je me présente à la mairie de Montréal. Bon, alors c'était son idée, mais je me suis présenté pareil à la mairie de Montréal. Et dans l'année qui a suivi, il y a eu une activité libérale. Mes parents étaient là, puis ma mère l'a rencontré, puis elle a dit « Je suis la mère de Serge Royal ». Trudeau lui a dit « Ah, Serge Royal, on ne le contrôle pas. » Alors, il y avait ça un peu chez Trudeau et moi, c'est-à-dire que c'était un peu, si vous voulez, le rebelle. Celui qui pouvait lui demander son opinion, mais faire le contraire. Et nous nous sommes réconciliés en 80, lorsque la question le rapatriement est venue sur le tapis. Le sénateur Lamontagne, avec qui j'étais très ami parce que c'était, je dirais, un partenaire de jeu de cartes de M. Marchand. Et donc, il a dit à Trudeau... Ben, si tu veux avoir un député pour présider le comité qui va étudier la résolution constitutionnelle, le seul vraiment qui connaît un peu la Constitution, le droit constitutionnel, c'est Serge Royal. Puis là, Trudeau lui a dit « Tu fous, Royal, on ne peut pas se fier à lui. Il va bousiller le projet, etc. » Alors, j'ai dit à Trudeau, moi, ce que je veux, c'est que l'égalité linguistique soit garantie constitutionnellement et qu'on ait la possibilité d'aller devant les tribunaux si on estime que notre droit est lésé. Alors, Trudeau m'a dit « Laisse-moi consulter le cabinet parce que c'était pas dans le projet. Et puis, je te reviens. » Et 2 semaines après, il m'est revenu, il m'a dit « Oui, on va le mettre dans la charte. » Alors, je lui ai serré la main comme on fait quand on fait un deal. On conclut. On se donne la parole que j'allais le faire et je l'ai fait. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est fait confiance. M. Joyal, vous êtes sénateur. Je ne veux pas qu'on s'étende longtemps là-dessus, mais j'ai 2 questions à vous poser sur le Sénat. Est-ce que c'est utile? Et surtout, est-ce que c'est réformable? Oui, les deux. Je crois que c'est utile et en fait, je crois tellement que c'est utile que j'ai choisi le Sénat. Moi, j'ai toujours vu la politique comme une occasion de transformer le milieu, la société dans laquelle on vit. Et comme je suis capable de lire un projet de loi, puis je suis capable d'écrire un amendement, puis je suis capable d'expliquer mon amendement, et puis je suis capable d'aller devant un tribunal pour contester la loi. Je l'ai fait l'an dernier. Je mets ma toche, puis je vais devant le juge. J'estimais que le Sénat, c'était pour mon intérêt professionnel, personnel, un poste d'influence. Évidemment, il y a tout la caricature dont le Sénat est affublé. Tout le monde dort, il n'y a personne qui fait rien, c'est inutile. Au contraire, je trouve que le travail législatif, moi, me passionne. Et alors, ma première chose, quand je suis arrivé au Sénat, c'était d'écrire un livre sur le Sénat. Je me suis dit, au moins expliquer ce qu'est le Sénat, comme moi je le vois. Et j'ai publié cet ouvrage sur le Sénat. Et je me suis toujours appliqué à démontrer comment le Sénat est efficace dans un système parlementaire fédéral. M. Joyal, vous avez plusieurs passions. Une pour Napoléon. Pourquoi? Parce que j'ai été ami de Ben Weider, qui était probablement le plus grand collectionneur canadien, ou je dirais même nord-américain, d'objets reliés à Napoléon, fasciné par le personnage de Napoléon,
préoccupé de résoudre le mystère de la mort de Napoléon. Il soutenait que Napoléon avait été empoisonné à Sainte-Hélène. Et quand il est devenu âgé, M. Ouida, il m'a dit « Qu'est-ce que je fais avec toute ma collection? » Mais je lui ai dit « Écoutez, on va donner ça au Musée des Beaux-Arts de Montréal. On va ouvrir des salles Napoléon et puis les gens vont être intéressés par ça. » Et quand M. Ouida est décédé, après avoir fait son don au Musée des Beaux-Arts, le Musée des Beaux-Arts m'a demandé de faire une conférence pour expliquer l'origine de l'intérêt de M. Ouida pour Napoléon. Vous avez, et ça c'est exceptionnel, un foulard qui a appartenu, un mouchoir, pardon, qui a appartenu à Napoléon. Oui. Où est-ce que vous avez pris ça? J'ai acheté ça dans une vente aux enchères aux États-Unis. Et ça, évidemment, on ne peut pas se tromper sur l'identité du mouchoir parce qu'il a tous les symboles impériaux. D'abord, évidemment, il y a l'aigle dans le coin et l'abeille, évidemment, l'abeille étant le symbole de Napoléon, comme la fleur de lys est le symbole de la monarchie française. D'ailleurs, on le voit dans le salon ici, qui est le salon de la francophonie. Et évidemment, il y a le manteau impérial brodé d'abeilles, la couronne impériale et le N, évidemment, de majesté. Alors, c'est un mouchoir qui réunit sur un carré d'à peu près 20 cm par 20 cm tous les symboles impériaux. Et je trouve ça assez émouvant de tenir un objet comme ça parce qu'il y a un sens à un objet comme ça. Et d'une certaine façon, quand on tient un objet comme ça, c'est un peu comme si on se rapprochait de l'événement. Serge Royal, avec les compliments du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Joyal, je ne peux pas passer à côté. Vous êtes un collectionneur probablement le plus important ou le plus grand au Canada, je ne sais pas si je peux dire ça. Qu'est-ce que vous collectionnez? Je collectionne ce qui stimule mon intelligence, c'est-à-dire ce qui stimule ma réflexion et ce que les gens ne voient pas. C'est-à-dire? J'ai commencé à collectionner les choses que, à l'époque, dans les années 60, on envoyait à la casse ou à la poubelle. Parce que j'avais pas beaucoup d'argent, alors on achète ce que les gens veulent pas. Alors, quoi, ça coûte pas cher. Ce qu'on appelait des antiquités à l'époque, des vieilles chaises, des vieux meubles. Oui, parce que, comme vous savez, on vivait dans une époque, c'était la Révolution tranquille, les familles éclataient, donc les albums de photos de famille, tout ça, ça s'en allait, les cadeaux de mariage de la grand-mère, ça prenait le bord, etc. Et puis les vêtements, évidemment, on ne touchait pas à ça parce que si les gens les ont portés, alors on a toujours un peu dédain de ça. Et puis, évidemment, comme on vidait les églises, c'était l'époque de Vatican II avec Jean XXIII, alors l'Église devait se défaire de tout ce qui était triomphaliste, de tout ce qui avait l'air riche. Et moi, je voyais ça partout et je me disais, bien là, il y a des choses là-dedans qui sont importantes. C'est sûr que parmi tout ce qu'on vidait dans les églises, il y avait des bondieuseries, c'est-à-dire il y avait des choses qui n'avaient aucun intérêt. Tout ce qui était industriel n'avait aucun intérêt. Mais ce qui avait été sculpté par les premiers artisans au 18e siècle, au 19e siècle, la tradition d'orfèvrerie, tous les grands orfèvres qu'on avait eus à Montréal, à Québec, tout ça prenait le bord avec les choses industrielles qui n'avaient aucun intérêt. Alors, et moi, je trouvais qu'il y avait une chose là, il y avait une certaine forme de renonciation à soi là-dedans. Et puis moi, je crois qu'il faut toujours s'assumer. On est ce qu'on est, on est comme on a été, puis comme nos ancêtres ont été, puis on est avec les limites de notre milieu également. Et j'estimais qu'il fallait préserver un certain nombre d'éléments de référence. Parce que quand on est dans le débat public, il faut avoir des références. On ne peut pas juste amuser la galerie. On n'est pas des stand-up comiques. Là. Je m'excuse, mais malgré ce que parfois on peut penser, quand on est dans la vie publique, c'est parce qu'on défend des valeurs. Donc, collectionner, ça me permettait d'affirmer d'une certaine façon des valeurs de substance et d'enracinement auxquelles je croyais. Vous avez donné des milliers et des milliers d'œuvres d'art, d'artefacts à des musées. Donnez-moi des exemples. Des costumes. 3500 costumes au Musée de la Civilisation à Québec. De quelle époque? De 1800 à 1925. Québécois, Canadiens. Canadiens. C'est devenu le noyau du département du costume et c'est devenu la référence incontournable de toutes les écoles de mode au Québec. Que j'ai ramassé beaucoup dans des poubelles. Je m'excuse de vous le dire. Oui, parce que
quand les successions s'ouvraient ou les gens déménageaient, ils prenaient les objets qu'ils voulaient garder, puis le reste, c'était pour... On appelle le guenilloux, puis ils viennent chercher ça, on envoie ça au recyclage. Alors, j'achetais ça par boîte. Je ne savais même pas ce qu'il y avait. Je ne savais même pas combien en tout la collection en comprenait. Et c'est quand ils ont fait l'inventaire après le don en 87, donc ça fait quand même un certain temps de ça. J'ai donné au musée d'histoire 1000 artefacts reliés à la vie politique et à l'identité canadienne. Il y en a encore 1000 à leur donner. J'ai donné des milliers d'objets au Musée des beaux-arts de Montréal, au Musée d'art de Joliette, des œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, de l'orfèvrerie, enfin, toutes sortes d'objets qu'on peut voir dans le musée. Et j'estimais que c'était important pour nous, les Canadiens français, de ne pas se renoncer, c'est-à-dire de ne pas se lessiver ou se javeliser au point où on n'a plus de racines, parce qu'on veut être moderne. Moi, je ne crois pas qu'on est moderne tombé du ciel. Non. On est moderne dans la mesure où on est capable de se juger par rapport à ce qu'on a été. Il y a un passé qui nous a amenés. Il y a un passé qui nous amène là. Et le passé, d'une certaine façon, nous donne une certaine ligne de direction. C'était passionnant, Serge Voyal. Merci 1000 fois. Merci. Guerre mondiale. Serge Voyal, on ne le contrôle pas. M. Joyal, bonjour. Bonjour. M. Joyal, né à Montréal, grandi à Montréal. Parlez-moi de votre jeunesse à Montréal, d'abord. Ouais, j'ai été éduqué à Montréal, dans des écoles et des collèges qui étaient évidemment administrés par des communautés religieuses. Je suis allé chez les Frères du Sacré-Cœur, chez les religieuses de la Providence, qu'on appelait les Sœurs de la Providence, et évidemment chez les Jésuites. Alors, j'ai eu une éducation dans le contexte du Québec qui est... Après une tentative malheureuse à la mairie de Montréal, il devient ministre dans le dernier cabinet de Pierre-Éliott Trudeau. Il sera nommé au Sénat plus tard par Jean Chrétien. Grand collectionneur d'œuvres d'art, mécène, Serge Voyal a fondé le Musée d'art de Joliette. Il a donné des milliers de costumes historiques, d'artefacts et autres œuvres à différents musées canadiens. Il est l'un des plus grands experts en évaluation d'œuvres d'art au Canada. Les musées font régulièrement appel à ses services. Il a écrit de nombreux livres, dont le plus récent ouvrage, Le mythe de Napoléon au Canada français, et un 15e à paraître sur la participation des Canadiens français à la Première Guerre. Était à ce moment-là dominé par l'Église. Et c'était une ambiance, évidemment, où on était très encadré, où l'individu avait peu de liberté de penser par lui-même. Le cadre était extrêmement complet. C'était pas seulement la vie religieuse, c'était aussi, évidemment, la vie sociale, même la vie économique. Et j'étais dans un cadre qui, évidemment, que je sentais étroit, puisqu'il y avait peu de liberté qu'on nous laissait. On nous disait quoi lire et comment lire. Donc, tous les choix étaient faits par d'autres. Mes parents avaient, par ailleurs, une certaine forme de conscience que ce qu'on recevait comme instruction à l'école ou au collège devait être complété par d'autres activités. Mes parents étaient très conscients que l'éducation, c'est aussi l'affaire des parents. Oui. Et ma mère nous encourageait énormément à écouter de la musique classique. Je me souviens toujours du premier long jeu qui était La Donna Immobile par Mario Lanza. Alors, on s'est fait l'oreille à l'opéra parce que forcément, ma mère en écoutait presque tout le temps. Alors, on
par ricochet, on se faisait l'oreille à la musique. Donc, j'ai eu une enfance, finalement, qui était très remplie. Votre enfance s'est passée sous Maurice Duplessis, Oui, chef exactement. du premier ministre de l'Union nationale. Votre père était un partisan de Duplessis? Pas du tout. Ah non? Mon père est... Le sénateur Serge Joyal est né à Montréal en 1945 de parents passionnés par la politique et les arts. Président d'associations étudiantes, le jeune homme a été de tous les mouvements de contestation contre la domination anglophone, contre la loi sur les mesures de guerre, entre autres. Il est un vigoureux défenseur de la langue française qui s'est particulièrement illustré aux côtés des gens de l'air qui réclamaient plus de français de la part d'Air Canada. Avocat, il goûte à la politique auprès de Jean Marchand avant de se faire élire député libéral en 1974.